à tous, bienvenue. Nous inaugurons aujourd'hui le 3e talk d'Hostis et on est ravis de se prêter à cet exercice. Ce talk va durer 45 minutes et il sera suivi de questions-réponses. Vous pouvez les poser sur le petit picto qui s'affiche sur votre écran qui doit dire QR ou chat ou message. Nous les recevrons et puis Jenny Bachelot, mon associée, que vous voyez avec un fond Hostis, vous les posera à nos panélistes à la fin de ce talk. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'abord merci d'être présents et nous sommes donc les organisatrices d'une rencontre d'affaires annuelle qui s'appelle Hostis Connect, qui doit avoir lieu cette année pour sa 7e édition et qui a pour objectif de réunir une fois par an des acteurs de l'hôtellerie, au départ de l'hôtellerie de luxe, qui sont tous amenés à un moment donné à avoir une intervention sur un projet. Donc, on réunit un écosystème complet sur une rencontre d'affaires qui dure 2 jours et demi, qui se tient dans un hôtel, dans un pays différent tous les ans, et qui va réunir la chaîne complète de décision. On va du fabricant, qui est sélectionné sur des critères d'éthique, de savoir-faire, d'exception parfois, des entreprises du patrimoine vivant, bref, tout fabricant dont on a besoin à un moment donné dans un projet d'hôtel, en passant par immédiatement son principal prescripteur qui est l'architecte d'intérieur, des AMO, des bureaux d'études, des FF&I, des procurements, des chaînes d'hôtels avec des directions de design et de travaux au sein de ces chaînes. Ça, c'est pour l'approche travaux, rénovation d'un hôtel. Et nous avons une deuxième approche sur Hostis Connect qui consiste à parler de financement et de développement, dans laquelle on réunit des opérateurs, des franchisés, des propriétaires d'hôtels, des conseils, des brokers et bien évidemment des investisseurs. Nous sommes aujourd'hui l'unique événement qui regroupe tous ces maillons de la chaîne, qui est positionné sur un modèle qui a été très avant-gardiste il y a 7 ans et qui s'avère être très résilient, ce modèle donc, de rencontres très ciblées, très limité en nombre en tout cas, et qui permet à toutes les personnes présentes de faire un réseautage et d'avoir un networking de très haute qualité parce que tout est très préparé en amont. Et quand on vient sur Hostis, on a déjà des rendez-vous, on sait qui on va voir, on a préparé, on sait que chaque personne qui est présente surtout a été sélectionnée et identifiée parce qu'elle a un projet et que ce projet est livré au minimum 1 an après l'événement, voire plus, ce qui nous permet d'avoir autour de nous un parterre, un potentiel d'affaires extrêmement intéressant. On a réuni jusque-là près d'1 milliard d'euros de projets, toutes les éditions sur Hostis Connect et on en est ravis. Voilà, la prochaine édition, celle qui est passée mais qui n'a pas eu lieu, qui devait avoir lieu en novembre dernier, a été reportée au mois de janvier pour cause de confinement. On espère très fort qu'on sera sorti de ce confinement et que les choses reprendront leur cours normal après le 20 janvier. Et donc, la prochaine édition a lieu du 24 au 26 janvier à Nice. Voilà, je vais maintenant passer la parole à chacun de nos panélistes pour qu'ils se présentent et nous démarrerons ce débat. Je tiens en préambule à vous remercier tous, chers intervenants, d'avoir accepté, et Monica, tout particulièrement Monica Moser, qui a été à l'origine de ce talk et qui a donc réfléchi au thème principal et m'aider à choisir les participants. Monica, à toi. Oui, bonjour. Juste rapide introduction. Monica Moser, directrice de 3 bureaux pour Wilson Associates, donc Paris, Londres et New York. Et nous sommes décorateurs intérieurs spécialisés dans l'hôtellerie, mais aussi dans les résidences privées, les bureaux, on fait des trains, des avions, des casinos. Donc, on a un spectre très large partout dans le monde. Parfait. Je passe la parole à Bruno. Bonjour, Bruno Robert, Indevo. Donc, je suis CEO de la société. Indevo est une société de gestion hôtelière qui est née d'une complexité procédurale qui était Maranatha. On a reconstruit avec la reprise de Colony au mois d'octobre il y a 2 ans, une société de gestion qui s'appelle donc Indevo, qui a deux réflexions. Indevo, c'est donc mettre une expertise hôtelière au service de l'investissement et du développement hôtelier, mais aussi beaucoup centré sur nos auteurs, sur nos collaborateurs,
puisque en sens employeur, Indevo, c'est investir dans le développement de l'homme et c'est vraiment de centrer notre réflexion autour, de nos collaborateurs et de chaque lieu de vie, puisqu'on exploite aujourd'hui 50 hôtels en France, basés sur 3 bassins qui sont Paris, la montagne et on va dire le Grand Sud qui va de Toulouse à Nice en remontant jusqu'à Lyon. Et donc, dans cette gestion d'actifs, avec ou sans enseigne, systématiquement, on reprend l'ADN du lieu de vie et on le repense et on l'accompagne dans le day-to-day de la gestion. Merci. Julien, maire. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, Julien Maire, moi je suis directeur associé chez 123IM. Donc, 123IM, on est une société d'investissement qui a 20 ans d'existence avec 1,1 milliard sous gestion. Et on est spécialisé sur différents types de secteurs et notamment le tourisme et l'hôtellerie, qui est un secteur dans lequel on investit depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et on accompagne des partenaires opérateurs hôteliers, ce sont des professionnels de l'exploitation et nous, on est donc un investisseur dans leurs opérations et leur développement. On a investi au cours des 10 dernières années à peu près 300 millions d'euros en capital dans l'hôtellerie. Donc, c'est une valeur d'actifs financée qui est proche de 1 milliard d'euros dans plus de 200 hôtels, quasiment 13 000 chambres. Et on investit dans tout type d'hôtels en France, très majoritairement. On fait quelques incursions à l'étranger et dans de l'hôtellerie économique, dans de l'hôtellerie haut de gamme, dans de l'hôtellerie parisienne, de province, en montagne ou balnéaire. Donc voilà pour une présentation d'123. Merci. Jérôme. Oui, bonjour à tous, Jérôme Bosque, société Alboran. Nous, on est une jeune structure qu'on a fondée avec 2 autres associés il y a 4 ans. Nous sommes des hôteliers. On est à la fois investisseurs et opérateurs. On monte sur des opérations soit à 100% détention mur-fond, soit au contraire dans le cadre de partenariats. On est aujourd'hui ce qu'on appelle un opérateur en marque blanche, donc on est capable d'opérer des hôtels sans enseigne, mais on est également agréé par les principaux grands groupes comme Marriott, Accor, Radisson, Hyatt et Louvre. En termes de géographie, notre portefeuille est à la fois basé sur Paris avec 2 actifs, mais également une quinzaine d'actifs en province, sur des villes, soit sur des grandes métropoles de province, soit sur des villes secondaires ou tertiaires. Merci, parfait. Ma première question s'adresse à Bruno Robert. Quels sont pour vous les sujets principaux en lien avec cette décentralisation et cette diversification de l'hôtellerie ? Merci Yuna, et c'est un plaisir d'ouvrir ce talk. Écoutez, les points principaux en lien avec la décentralisation, je pense d'ores et déjà que la décentralisation avait commencé il y a un certain temps sur la partie investissement. On s'apercevait aujourd'hui que Paris, comme Londres d'ailleurs, étaient des villes sur lesquelles la rentabilité n'était pas toujours maximisée, et on s'est aperçu qu'il y avait déjà un certain niveau d'investissement qui était plutôt axé parfois sur la région. Les crises depuis 5 ans et les cycles permanents de notre secteur d'activité font que cette accélération sur les réflexions des villes autres que les villes principales s'est vue augmenter, puisque les cycles sur Paris et sur les grandes villes ont plutôt des points saillants, c'est-à-dire que quand l'activité est là, que les salons sont présents et que la demande est présente, on connaît les taux d'occupation de ces grandes villes avec les performances et la visibilité internationale. Par contre, quand le vent est de face, c'est ce qu'on a actuellement, les points sont beaucoup plus durs. On a des niveaux de charge qui sont aussi beaucoup plus élevés. Alors que sur ces villes dites secondaires, sans que ce soit péjoratif, parce que je pense que c'est un point qu'on va essayer d'utiliser plusieurs fois dans ce talk, on s'aperçoit que l'hôtellerie déjà est aussi mature dans ces destinations. On a des gros porteurs, on a de l'enseigne, on a exactement la même activité que sur Paris. Il y a un attrait particulier sur ces villes secondaires qui vont maintenant avoir, à mon sens, un niveau de croissance beaucoup plus important que Paris. Et donc, cette notion à la fois de rentabilité et cette notion de cycle va accélérer
ce point sur la décentralisation et sur l'appétit qu'on pourrait avoir sur ces villes secondaires et ces autres régions de France. Ce qui va d'ailleurs même entraîner comment dire, une appétence pour ces niveaux de seconde ville et rééquilibrer peut-être également l'offre hôtelière au niveau de la France, qui reste quand même la première destination mondiale. Et donc, d'avoir justement ces régions qui prennent en puissance et qui vont rattraper un peu le niveau parisien, va nous permettre d'avoir une offre un peu plus homogène sur la France, avec ou sans enseigne, mais en tout cas avoir une offre hôtelière qui sera plus intéressante. Peut-être, Bruno, moi je me permets de rebondir là directement, mais et je revenais un peu sur le terme sur lequel Monica, Yuna et Jenny ont travaillé, qui est le principe du terme de cette décentralisation. Moi, je trouve que ça pose un petit peu la question aujourd'hui, puisque finalement, l'hôtellerie, et l'hôtellerie particulièrement en France, elle est décentralisée depuis quelque part son développement, et il y a aujourd'hui un maillage extrêmement étendu d'hôtels en France. Je pense que la question qui nous réunit là tous autour de ce talk aujourd'hui, c'est plutôt de se poser la question sur le fait qu'aujourd'hui, l'hôtellerie des villes secondaires et tertiaires, ou l'hôtellerie de province au sens large, attire de plus en plus d'investisseurs nationaux. Et finalement, par rapport à ce que tu viens de dire, Bruno, je suis d'accord, c'est de dire finalement, arrêtons de regarder que Paris, puisqu'en termes d'investissement, il y a beaucoup de choses à faire. Mais à l'inverse, quand on regarde les réseaux hôteliers, quand on regarde notamment aussi des grandes familles propriétaires d'hôtels, ils ont des maillages et des portefeuilles hôteliers très importants en province. Donc finalement, on est plus en train d'ouvrir un petit peu les yeux sur ce qu'est la réalité de notre hôtellerie en France et finalement la force de notre paysage hôtelier. Voilà. Bruno, je reviens à toi avec justement, en parlant de ces villes secondaires que tu as mentionnées tout à l'heure, qui deviennent finalement prioritaires. Comment tu proposes de réfléchir à ces bassins de demain? Alors, je crois que là, encore une fois, la réflexion, et je partage totalement, Jérôme, ce que tu disais, la réflexion a déjà été entamée. Aujourd'hui, ce n'est pas l'hôtellerie parisienne et les auberges de province. On a un niveau qui est déjà important. On a des réflexions d'ailleurs sur des destinations hôtelières en province qui ont même pris de l'avance, puisque il y a déjà des hôteliers, on a vu des actifs qui ont créé déjà et qui ont commencé à réfléchir sur la création de la destination du fait de cette décentralisation des grandes villes, en disant mais si je dois avoir un pouvoir d'attractivité et n'ayant pas le marché d'une grande ville à proximité, il faut que je crée une destination. Donc ce travail a déjà été entrepris. Ce que je pense, et pour reprendre ce que disait Jérôme, c'est que ces crises de 2015, les attentats, les crises de 2019, les gilets jaunes, les crises des grèves de fin d'année et de Covid aujourd'hui vont accélérer ce point. Ils vont entraîner plusieurs mutations par contre, qui nous obligent aujourd'hui à réfléchir différemment. Je vais prendre des portefeuilles qu'on a en montagne. La saisonnalité de la montagne va changer. Elle a changé cette année. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on analyse ça aussi en ayant un peu la tête dans le seau depuis 2 ans, en se disant, tiens, il faut qu'on repense notre système et ainsi de suite. Il faut qu'on accélère notre réflexion sur nos modifications. Mais la saisonnalité de la montagne, et on l'a vu cet été, a été exceptionnelle, meilleure que les années passées. Et donc, en lien avec ce qu'on disait, l'investissement qui va être porté sur la montagne, parce que la saisonnalité n'est plus juste je fais ma saison sur 185 jours d'hiver, mais je vais l'étaler aussi à partir du moment où j'ai des points d'eau sur les stations avec une vraie saisonnalité d'été. Et bien, ça nous fait penser l'offre, la clientèle qu'on va recevoir sur l'été, la clientèle familiale. Ça va nous faire repenser notre point RH. Comment aujourd'hui je travaille avec des saisonniers, comment on les recrute, comment on les forme, comment on les fidélise. Ça va faire aussi penser à la relation que chaque hôtel dans ses destinations va amplifier sur le tissu local. On s'aperçoit aujourd'hui que l'attente des clients qui évolue aussi au fil de ces crises, c'est du sécuritaire, c'est du sanitaire, mais c'est du local. C'est des méthodes de production qui sont à proximité directe du lieu de vie dans lequel ils séjournent. C'est de rencontrer le tissu local. L'hôtel redevient un peu le tissu économique, le poumon économique de la ville qui met en fait en avant la qualité de la région dans laquelle il se situe. Et c'est en fait une fenêtre
sur la région. On est un point d'escale, un point d'ancrage pour un voyageur sur une région qui vient découvrir, redécouvrir. Donc, il faut penser à cette relation aussi qu'il faut recréer dans le tissu local, repenser à nos producteurs locaux, repenser à notre savoir-faire français, repenser donc, comme je le disais, au RH, repenser à la politique de tarification, repenser à nos rénovations également, puisque on voit effectivement que tout évolue très rapidement, que les attentes d'hier ne sont pas les attentes de demain, que la sécurisation, encore une fois, ces points sanitaires sont importants, et que donc, dans notre réflexion également, quand on va rénover nos lieux de vie, quand on va les repenser, il faut qu'on ait toute cette chaîne complète, cette vision 360, pour que, in fine, on puisse répondre aux attentes des voyageurs, on puisse répondre aux attentes de nos collaborateurs également. Et donc, il faut repenser cette organisation pour qu'on puisse répondre à ces demandes des bassins et également faire attention, et je pense, ensuite passer la parole aux autres, mais faire attention à un point, c'est que il ne faut pas créer une surcharge hôtelière. C'est-à-dire qu'il y a déjà des bâtiments qui sont existants. Il ne faut pas produire pour produire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cet appétit sur des autres destinations soit par de la production. Il faut penser au tissu qui est déjà existant et comment on peut le retravailler. Tu m'as donné le moyen de faire une passerelle et de passer la parole à Monica sur l'impact. Et si vous voulez réagir, Julien ou Jérôme, tout de suite, ou aucun de vous n'a levé la main, donc je pose la question à Monica à propos de rénovation. En quoi cela va-t-il impacter le travail des architectes d'intérieur? En ce moment, on n'échappe pas à la question, c'est surtout le Covid, comment ça impacte notre design. Et le voyage de manière générale, et surtout dans nos régions françaises, je pense personnellement pas que le Covid ou cette crise changera fondamentalement le design ou la façon comment nous allons développer les hôtels. Mais par contre, je pense qu'il y a un vrai changement des habitudes de consommation, des habitudes de voyage, des déplacements qui vont changer et en conséquence, ça va changer le design que nous allons faire. Et aussi d'ailleurs les opérations qui doivent s'adapter à ça. Je pense que l'importance sera donnée maintenant à l'expérience du client, à la destination, à ce qu'il va vivre pendant son séjour. Et les designs est un vrai moyen d'augmenter cette expérience qu'il va rechercher. Il va falloir, et nous pouvons aider avec les designs de trouver des liens avec la région, avec le voisinage, la ville, qui seront vraiment, ce sera primordial d'intégrer ça dans la vie de l'hôtel et les séjours de clients. Donc, je suis d'accord avec Bruno, effectivement, faire des rénovations, ça va être très important. Pour les années à venir, pour adapter les hôtels existants. Je suis d'accord, il ne faut pas trop développer, il faut prendre ce qu'on a. On a des belles destinations déjà et adapter ça à cette nouvelle consommation. Jérôme, la décentralisation fait partie de la stratégie de la société Alboran. Quelles questions cela soulève pour toi? Alors, effectivement, chez Alboran, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a ce maillage territorial sur l'ensemble du pays de la France. Et cette réflexion, pour nous, elle est vraiment stratégique parce que ce qui est important de regarder, et Bruno le disait tout à l'heure, c'est que les grandes métropoles ont leur intérêt parce qu'elles ont ces capacités d'aller chercher de la surperformance quand les marchés sont là, quand les flux internationaux sont là ou quand l'événementiel est présent. À l'inverse, on s'aperçoit qu'elles peuvent dévisser plus rapidement. Donc finalement, dans les performances, on se retrouve avec des écarts très importants entre des points hauts et des points bas. À l'inverse, quand vous prenez l'hôtellerie de province, et comme on le disait, cette hôtellerie secondaire et tertiaire sans avoir aucun jugement là-dessus de valeur, bien évidemment, on ne va pas être capable d'aller forcément chercher de la surperformance, ou en tout cas si on regarde ça sur une année complète. Donc, on va plutôt avoir des TO qui vont tourner autour de 65-70%. Mais en revanche, quand les choses vont mal, on n'a pas des pertes de TO qui sont trop marquées. Et puis, malheureusement, le contexte de la crise qu'on vit aujourd'hui, qui est redoutable pour l'hôtellerie, elle démontre quelque part cette capacité de résilience qu'on peut retrouver sur ces
sur ces villes secondaires et tertiaires. Et je pense que c'est important de regarder ça parce que finalement, il n'y a pas une bonne réponse. Il y a le principe de réfléchir, et là c'est plutôt pour la partie investissement, de réfléchir à un maillage de manière à ce qu'on ait une sorte de contrepartie, de bonne balance, de bon équilibre au niveau de la constitution d'un portefeuille. Donc ça, c'est effectivement, nous, une stratégie qu'on a plutôt retenue et qui a démontré là, dans le cadre de cette crise, cette notion un peu de résilience. Ce qui est intéressant de se poser la question aussi, c'est finalement pourquoi on a cette résilience sur ces villes secondaires et tertiaires. La réponse, elle est dans effectivement le principe des flux. Plus on est dans des grandes métropoles, plus on va être principalement dépendant de deux flux, c'est-à-dire ces flux internationaux que représente le tourisme soit d'affaires, soit le tourisme de loisirs, et qui va justement permettre également d'aller chercher potentiellement des prix moyens élevés. Et puis de l'autre côté, on va avoir tout ce qui est autour de l'événementiel, du MICE, qui là aussi traduit des flux importants. Et une ville comme Paris, une ville comme Lyon, sont des villes, et malheureusement, quand ces flux sont stoppés, on voit que ça retombe. Ça peut poser aussi une question, du coup, finalement, et là on revient sur les éléments économiques évoqués par Bruno également, c'est jusqu'où finalement je vais aller payer mon premium dans une ville comme Paris quand je vois que finalement mes sujets de résilience peuvent être vus en fin de compte de différentes manières. Donc en tout cas, il faut se poser cette question. Je n'irai pas dire pour Alboran qu'on détient la réponse, mais je pense que c'est intéressant et je pense que ce contexte de crise nous amène à nous poser un petit peu ces questions. D'un point de vue régional, si on prend une ville secondaire ou tertiaire, on s'aperçoit qu'elles ont leur propre écosystème, que ce soit en termes de tourisme, que ce soit en termes d'activité économique. Quelque part, le commercial qui tourne dans sa région 3 fois dans un mois, il va venir 3 fois dormir dans nos hôtels. Et j'ai envie de dire, même s'il y a des éléments majeurs autour, globalement, cette activité reste assez résiliente. Donc ça, c'était le premier point sur l'aspect plutôt économique et le dynamisme de ces villes. La deuxième chose, c'est l'enjeu qu'on a, nous tous, en tant qu'hôteliers, ou vous, aussi la partie architecte qui accompagne, c'est de créer effectivement cette attractivité. Ce que je trouve assez passionnant aujourd'hui, c'est que, et notamment cette crise aussi, va nous faire redécouvrir finalement le pays, l'attractivité des villes secondaires en France, et le fait de dire qu'un hôtel peut devenir une occasion, parce qu'on a envie de découvrir cet hôtel, de venir aussi découvrir une ville, et vice-versa. Et je pense qu'on a un vrai enjeu à faire, et d'arrêter de dire toujours que les hôtels un petit peu tendance, un peu sympa avec les bons concepts, c'est dans des villes comme Paris, comme Lyon, comme Londres qu'on va les retrouver, mais on pourrait aussi les retrouver dans plein de villes. On a vu plein de concepts forts apparaître, et ça, je pense que c'est un défi qui est très intéressant pour l'ensemble des acteurs de l'hôtellerie. Et notamment, il y a aussi cette notion autour de certaines nouvelles appétences. On voit les sujets de vivre des qualités de vie plus équilibrées, qui font que on va peut-être être plus présent dans ces villes secondaires et moins aller travailler dans les grandes métropoles. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir des enjeux autour du coworking pour avoir des lieux de travail. Donc l'hôtelier, là aussi, peut avoir un challenge à aller relever. Et puis, il y a aussi toutes ces tendances de la recherche du bien-être. Et on voit que là aussi, l'hôtellerie, dans ces villes qui sont plus aérées, dans ces villes qui sont à proximité de parcs naturels ou autres, on va avoir des vrais challenges, des choses à aller faire. Donc, pour nous, à la fois, c'est super intéressant en tant qu'expérience client. On voit qu'il y a des choses intéressantes aussi à construire d'un point de vue rationalité et diversification dans un portefeuille. Donc, finalement, ça coche pas mal de cases et ça vaut le coup de regarder un petit peu ce paysage français au sens plus large que celui uniquement de Paris ou Lyon. Merci Jérôme. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Serge Mesguich. Il y a eu un petit loupé par le lien qu'on a envoyé. Donc, il y a marqué Jenny Bachelot, bien évidemment. C'est Serge. Bonjour Serge, bienvenue. Bonjour. Je vais peut-être te laisser te présenter. On reprend un petit peu à l'envers, peut-être réagir tout de suite, puis je passerai la parole à Julien. Juste après, Jérôme nous a donné une introduction sur le thème de l'investissement. Serge, à toi. Oui, bonjour à tous. J'étais ravi de rejoindre cette tribune. Comme vous le savez, donc moi je travaille chez
chez BPI France, je m'occupe de la partie investissement, tourisme, loisirs, bien sûr avec des connexions importantes avec mes collègues du financement. Donc un peu acteur aux côtés aussi de la Caisse des dépôts du plan tourisme. Moi, je voudrais dire par rapport à ce que j'ai entendu de Jérôme, malheureusement, je viens juste de vous rejoindre, que effectivement, ce sujet des villes de taille intermédiaire et de l'activité qu'on peut avoir là, on a vu la résistance globale de ces secteurs et l'importance de cette hôtellerie de proximité pendant cette période Covid. C'est là où pour nos participations, les chiffres ont été les meilleurs. C'est là où on se rend compte qu'il y a, au-delà du sujet du tourisme international, un besoin réel, tant pour le tourisme d'affaires, de se réunir, de voir les clients, dès qu'on peut, de réorganiser des salons, des événements, et pour le tourisme de loisirs, peut-être une occasion pour les Français de redécouvrir le pays, de redécouvrir ce que font les dirigeants, ce que vous faites tous au quotidien, cet accueil, ces services, ce bon vivre à la française. Et donc, clairement, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, peut-être par rapport à d'autres sociétés d'investissement ou d'autres fonds, la présence de BPI est très forte sur les territoires. Depuis des années, on s'intéresse autant, je vois moi dans les études, à un hôtel qui paraît vraiment dans une petite ville, ça passe au comité en même temps qu'un hôtel parisien. On a même un service spécialisé qui étudie ces sujets-là quand il y a une implantation sur le territoire. Et cerise sur le gâteau, en dehors du plan de relance que vous savez qui est très actif et sur lequel on travaille beaucoup, on a continué en 2020, c'est assez étonnant, à avoir des projets hôteliers. Ces projets hôteliers étaient vraiment sur toute la France, des projets, comme dit Jérôme, qui ne sont pas forcément du lifestyle à Mama Shelter avec 120 ou 130 chambres, etc. Il y a de tout, et qui ont un marché. C'est-à-dire dont on sait que lorsqu'ils seront ouverts en 2022, trouveront leur clientèle dans les différents circuits de distribution que je viens de citer. Donc, on a un tourisme qui va rester, à mon avis, et surtout sur 2021, actif au niveau proximité, entreprise. C'est ces villes-là, sur les territoires, qui vont forcément rebondir les premières. Parce que c'est là où il y a le plus de besoin de proximité. Moi, j'ai remarqué que dans les régions, notamment en affaires, en tout cas, si je regarde le réseau BPI France, nos dirigeants veulent rencontrer nos chargés d'affaires, voyez, physiquement. Voilà, ils veulent avoir, même si avec toutes les précautions prises. Donc, il y a ce besoin de contact qui est peut-être plus important que dans d'autres grandes villes. Voilà, mon témoignage. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, parce que je suis arrivé un peu comme un petit peu dernière minute. Tout est bon. Julien, est-ce qu'il va y avoir une refonte des investissements sur les produits moins dépendants d'une clientèle haut de gamme et de l'international? Alors, effectivement, une refonte des investissements, le terme est peut-être un peu fort. C'est vrai que nous, chez 1, 2, 3 IM, dans une moindre mesure, mais un peu comme la BPI, on a toujours aussi été un acteur de l'investissement dans les villes secondaires, en province, et finalement, nos investissements à Paris en hôtellerie représentent 10 ou 15% de nos établissements uniquement. Donc, c'est effectivement la décentralisation, puisque c'est l'objet du talk, et quelque chose auquel on s'intéresse depuis l'origine chez 1, 2, 3 IM. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid et les évolutions attendues des habitudes de consommation, que ce soit en loisirs ou même en business, on voit que l'hôtellerie de province
quand on sort de l'hôtellerie balnéaire ou de l'hôtellerie touristique en montagne, était souvent cantonné à l'hôtellerie économique de bureau. Et effectivement, tous les concepts, toutes les hybridations de concepts ou les nouvelles tendances, on les voit se développer aussi dans les villes de province, et c'est plus uniquement l'apanage des grandes métropoles françaises ou internationales. Et donc nous, dans notre évolution de stratégie d'investissement, elle évolue aussi avec, finalement avec le marché, et on s'intéresse évidemment de plus en plus à tous ces concepts, et pour diversifier notre portefeuille qui est aujourd'hui très investi effectivement sur l'hôtellerie de bureau économique. Néanmoins, on peut aussi constater, et c'est ce que vient de dire Serge, que c'est cette hôtellerie qui a le mieux résisté dans le cadre de la crise sanitaire à laquelle on fait tous face depuis un an. Ce qui, je pense, est important également de voir, c'est que les hôtels, on va devoir en province et dans les zones secondaires, encore plus que évidemment à Paris, travailler sur les offres autour de l'hôtel, et également donc travailler avec, par exemple, avec le pouvoir public pour monter des visites de la ville. C'est des choses qui ont pu être faites, par exemple en Camargue avec certains de nos partenaires opérateurs, et finalement sortir l'hôtel de sa destination unique d'un lieu où on dort, parce qu'aujourd'hui, clairement, l'hôtellerie, où que ce soit en France, se résume plus à un lieu où on vient pour dormir et repartir, mais on doit repenser les espaces de vie, les espaces communs, les lobbies, la restauration, pour répondre aux attentes des clients, qui soient loisirs ou business, puisque l'ensemble de ces clients ont cette attente de service dans les hôtels, et finalement à toutes les gammes. C'est-à-dire que du 2 étoiles aux 5 étoiles, et je mets de côté évidemment l'hôtellerie d'ultraluxe, les clients ont des attentes de service et ne se contentent plus uniquement d'une chambre et éventuellement d'un café ou d'un petit déjeuner. Donc il faut aujourd'hui repenser tous ces espaces pour offrir des lieux de vie et des lieux de destination aux clients également pour l'hôtellerie économique de province. Ça rejoint un talk qu'on a animé la semaine dernière, Julien, sur le mix use justement, et l'importance de ce qui est autre qu'hébergement pour l'attractivité vis-à-vis de la clientèle, pour un chiffre d'affaires supplémentaire et pour s'inscrire dans une hôtellerie où l'hébergement, de toute façon, le bon hébergement est acquis et le reste doit être développé. Jérôme, veux-tu réagir à cela? On avait une question pour toi. Est-ce qu'il y a un danger de saturation sur certaines villes? Tout à l'heure, tu parlais de réinventer et non pas peut-être pas de refaire, mais de travailler sur l'existant. Pour toi, est-ce que… Voilà. Quelle est ta réponse là-dessus? Jérôme, ton micro est coupé. Excusez-moi. Ce que je disais, c'est effectivement, je suis d'accord avec ce qu'avait évoqué tout à l'heure Bruno. C'est on vient de voir et qu'il y a énormément d'aspects qui sont très attractifs dans cette hôtellerie de province, ou encore une fois décentralisée, on peut lui trouver plein de noms. En revanche, il faut qu'on reste en tant qu'acteur ou en tant qu'investisseur vigilants, puisque ces marchés-là n'ont pas la profondeur de ces grandes métropoles, effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va trop vite dans du développement, quelque part, on peut casser ces marchés. On a vu des villes qui en ont souffert parce qu'il y a eu un moment donné le fait de dire « Ah tiens, telle ville, il faut absolument investir dedans ». Il y a également un très fort travail de la part des promoteurs pour dire et aller voir les différents municipalités en disant qu'il y a des potentiels de développement. Et c'est sûr qu'il y en a, mais je dis attention à ce qu'on n'ait pas la logique de dire « Ah tiens, vous aussi,
telle commune, vous allez avoir droit à votre hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles. Et à un moment donné, il faut juste faire attention de bien regarder de plus près ces marchés-là, de savoir si l'évolution du tourisme, que ce soit d'affaires ou du tourisme de loisirs, est capable quelque part d'absorber du nouveau capacitaire. Et donc, voilà, c'est cette vigilance-là. Et je pense que ce travail-là, et nous, pour le vivre avec certaines municipalités, il se fait en très bonne intelligence parce que le principe, encore une fois, il est de développer une destination. Et ça, en tant qu'hôtelier, on devient acteur du développement de la destination. Et ce n'est pas seulement en bâtissant, entre guillemets, en construisant, qu'on va quelque part répondre à ça. Donc, pour moi, c'est un petit peu ce point de vigilance. L'autre aspect, c'est ce qu'on évoquait aussi, c'est qu'il y a des effets de saisonnalité qui peuvent être plus marqués dans certaines destinations. Et ça, c'est aussi une manière d'appréhender l'hôtellerie qui n'est pas la même que dans les grandes villes. Et donc, il faut savoir prendre ça en compte. Et les enjeux, effectivement, également du recrutement, qui sont deux aspects. Donc, si on résume, il y a un peu le risque de sursaturation des marchés, le recrutement, et puis cette notion de la saisonnalité qui sont des points d'attention quand on veut se développer dans des régions. Quelqu'un veut réagir continuer à rebondir sur ce point? Julien, prochaine question pour toi. Face à un tourisme plus local, qui va aller à la découverte des régions en France? Quelles sont les actions que 1, 2, 3e pense mener sur des parcs existants? C'est un peu dans la continuité de ce que vient de dire Jérôme. C'est qu'effectivement, on a déjà aujourd'hui un patrimoine existant hôtelier au global qui est assez riche, avec beaucoup d'actifs. Et effectivement, ça ne doit pas se limiter à une course à la construction et au développement de nouveaux projets, mais aussi au travail sur l'existant et finalement la reconfiguration de certains actifs. Et donc nous, par rapport à ça et sur notre politique d'investissement, finalement, ça se recoupe avec tout ce qui a pu dire avant, c'est qu'il faut prévoir des plans d'investissement pour offrir aux clients les services qu'ils attendent dans les hôtels. Et donc, évidemment, il ne faut pas oublier le métier premier, hôtelier, qui est d'offrir un logement de qualité et donc de maintenir les chambres dans un état irréprochable. Mais il faut travailler sur le reste et sur les lieux de vie, j'y reviens, et sur des concepts pour offrir finalement à nos clients et aux clients des établissements ce qu'ils y attendent. Donc finalement, on voit, et on le voit, et ça ne doit pas être limité à Paris, il y a finalement dans certains hôtels, c'est la restauration qui est plus finalement un mal nécessaire à l'hôtel, mais qui vient tirer l'établissement et sa renommée. Donc, tout le monde connaît, alors on n'est pas dans le local, mais on doit pouvoir faire la même chose en local, des lieux de restauration qui vont être attractifs. On voit aussi des nouvelles enseignes ou des nouveaux concepts pour finalement mettre au goût du jour une hôtellerie de bureau et attirer une clientèle loisir le week-end, que ce soit sur une clientèle plus jeune de passage qui a des attentes différentes de consommation de tourisme sur des séjours plus courts ou aussi sur des attentes plus vertes, plus locales. Par exemple, Accor qui a lancé son enseigne Grit, qui transforme un certain nombre d'établissements avec des enseignes traditionnelles, Ibis par exemple, en mettant un concept plus local, plus vert, en travaillant sur le lieu de vie pour répondre finalement aussi à cette attente aujourd'hui d'un certain nombre de clients. Donc dans les concepts de rénovation, à chaque fois on va se poser la question vraiment de quoi proposer finalement aux clients pour aller plus loin que le simple hébergement. Et c'est vraiment aujourd'hui, sur chaque projet hôtelier qu'on regarde, nous, en tant qu'investisseurs, au cœur de nos préoccupations. Jérôme, tu veux
Non, oui, juste peut-être, et je vois par rapport au timing, un dernier point qu'on n'a peut-être pas évoqué, mais pour moi qui est important aussi dans la discussion qu'on a, c'est un peu plus loin que la décentralisation. Pour moi, ce qu'on doit observer, c'est aussi ce phénomène de consolidation qu'on a dans notre industrie. Et ce phénomène de consolidation, il a notamment sur l'hôtellerie de province, il représente quelque part un petit risque parce qu'on va se retrouver potentiellement à venir avec des unités un peu plus grosses, avec des services plus larges, et il peut avoir une certaine incidence sur le tissu. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est que quelque part, on continue à faire vivre et grandir l'offre hôtelière, mais en ayant cette gamme de typologies d'hébergement et de taille d'actifs et de spécialités dans les actifs pour offrir ça à la clientèle, qu'elle soit domestique ou qu'elle soit internationale, mais qu'elle ait envie de venir découvrir toutes nos régions. Donc pour moi, c'est peut-être aussi l'autre message, c'est de se dire, essayons de contribuer quelque part à ce développement, mais dans un respect d'un maillage et d'une hôtellerie aussi plus petite, à plus petite taille, ce sont des hôtelleries familiales, et qu'il y ait cette bonne cohabitation, encore une fois, pour un seul but, renforcer la destination France et les destinations locales dans l'ensemble de ces villes de notre territoire. Bruno, une dernière question pour toi. Je fais une petite parenthèse. Comme on n'a qu'une seule question, je vais vous poser une question à chacun de vous à la fin qui nous a été souvent soumise par nos clients pour avoir un avis personnel. Donc Bruno, je termine par toi. Quel est l'impact sur les enseignes et le lieu de vie? C'est une question qui est assez large. C'est une question, on ne se fait pas que des amis quand on y répond. Je me souviens d'une intervention que j'avais fait sur un événement en Grèce l'année dernière où j'étais passé derrière Accor, Hilton, Marriott, Wyndham qui venaient présenter leurs enseignes. Et pour être un peu piquant, tout le monde avait présenté ses enseignes, dont 37 chez Accor et ainsi de suite. Et j'avais commencé mon speech en disant on a vu tous ces grands groupes qui ont proposé au cumul une centaine d'enseignes, et ben moi je peux vous en présenter 101. Et les 100 qu'ils ont, plus une, ce n'est pas d'enseigne. Et c'est le travail qu'on fait avec des entreprises comme Jérôme, comme la nôtre, comme bien d'autres en France. L'impact sur les enseignes, et c'est un vrai sujet de réflexion sur plusieurs niveaux, et je vois le timing, je vais essayer de faire très court et essayer d'être à la fois synthétique. Et on va essayer de commencer par l'antithèse de ce que ne peut pas apporter ou de là où on ne doit pas mettre d'enseigne. Comme vient de le dire à juste titre Jérôme, quand on parle de l'hôtellerie, on a des fois en focus hôtellerie moyenne, 50, 70 chambres dans les grandes villes. Et notre hôtellerie et la chance qu'on a en France, c'est que l'offre est tout autre. Ça passe par la succession familiale dans les hôtels de montagne parfois ou dans les centres-villes. Ça passe par notre capacité d'accueil qui va commencer sur des 20 chambres. Ça passe sur une offre qui est très thématisée, très, très ancrée dans le territoire. Et par conséquent, là, mettre une enseigne sur cette typologie d'actifs ne sert à rien et est contre-productif puisque le coût de l'enseigne détruit des fois l'EBITDA. L'autre point qu'on connaît, c'est en termes d'offres. Et quand je prends les deux points saillants, c'est-à-dire une offre où j'ai une activité, j'ai une saisonnalité, j'ai un point important, prenons Paris ou prenons la montagne ou prenons une autre ville. Tiens, je vais prendre les Corrigis d'Orange. Quand au Orange, on a un événement, je n'ai pas besoin d'enseigne puisque c'est 100% de taux d'occupation. Et à l'inverse, quand j'ai une crise, l'enseigne ne m'apporte rien. On est tous au même niveau d'activité, on est à 0% de taux d'occupation. Donc, c'est le ventre mou qu'on va regarder. On va regarder comment l'enseigne va pouvoir nous apporter une offre marketing, une force de frappe. Et là, on voit aussi que dans les enseignes, quand on crée autant d'enseignes, c'est qu'on essaie de répondre à un nombre de points importants, mais à un moment, on s'y perd. Je crois que nous, on réfléchit aussi différemment sur justement qu'est-ce que doit apporter un lieu de vie aujourd'hui, ce que disait Julien, même si je rajouterais un petit point, c'est de dire que oui, le rôle de l'hôtelier dans la jeunesse, c'est un bon hébergement, un bon lit, on vend du sommeil. Aujourd'hui, il faut sortir aussi de ça parce qu'on voit des concepts arriver où l'offre de nuit est aussi importante que l'offre connexe de ce qu'on offre. Et je pense même quand on va aux États-Unis, je pense à Canyon Ranch ou des choses comme ça, où là, l'expérientiel est tout aussi important que le sommeil. Donc l'enseigne, dans ces cas-là, n'apporte pas grand-chose.
Qu'est-ce que viennent chercher les collaborateurs? Qu'est-ce que viennent chercher nos voyageurs? Qu'est-ce que offre la destination? Je vais prendre un point simple pour essayer de synthétiser tous ces points. C'est dire, je prends un actif et je vais mettre des CAPEX dessus. Qu'est-ce qui va faire la performance de l'hôtel? Est-ce que c'est la qualité de mon accueil et de mes équipes, la qualité des CAPEX et des rénovations qui ont été faites, le concept qui a été créé, la réflexion sur le lieu de vie et l'expérience qu'on va apporter? Ou est-ce que c'est de faire tout ce travail et de mettre une enseigne en plus? Je ne suis pas profondément convaincu que l'enseigne doit être un réflexe. Et je voudrais souligner le travail qui est fait par les opérateurs, qui est fait par les opérateurs hôteliers, autres que les enseignes, des équipes comme Alboran, avec qui on a une vraie affinité, mais bien d'autres aussi sur notre territoire, qui font un travail remarquable et qui aujourd'hui, par leur expertise, par leur proximité avec l'attente des voyageurs, par le repenser son lien avec son collaborateur et de mettre l'humain au cœur des priorités, tout le monde le dit, aujourd'hui, beaucoup de monde le fait également. Je pense que quand on est hôtelier, il faut s'interroger sur ma détention, sur mon produit, sur ce que je veux en faire et la capacité d'opérateurs hôteliers à apporter en marque blanche un vrai travail sur le fonds de commerce en lui-même. Une réflexion profonde sur quel est l'ADN de mon lieu de vie, quel est l'ADN de mon hôtel, qu'est-ce que je peux apporter, comment je dois le capexer. Et on le voit quand on fait des capex, aujourd'hui, l'enseigne va être en contrainte parce qu'il faut correspondre à un réseau et du coup, des fois, ça va faire envoler l'enveloppe alors qu'on pourrait le mettre sur autre chose. Un dernier point sur ça, c'est la liquidité de l'actif, parce qu'on a aussi aujourd'hui beaucoup d'opérations hôtelières qui se font sur des circuits réduits. Et aujourd'hui, de céder un actif avec un contrat d'enseigne, voire un contrat de management qui dure encore pendant 12 ans, peut être une crainte, peut être une faiblesse au moment de la revente de l'hôtel. Et je finirai, tiens, tu m'as posé une question, je finis par une question, ce qui peut ouvrir le volet sur les autres. Aujourd'hui, nous, on exploite pas mal d'enseignes. Je prends une enseigne comme Hilton, marché américain à 80%. Les Américains, on ne les a pas vus depuis un petit bout de temps, on risque de ne pas les voir. Est-ce que c'est un point fort, un point faible d'avoir une enseigne comme Hilton aujourd'hui sur un produit hôtelier en France? Est-ce qu'il faut corréler ta question avec la décentralisation ou l'hôtellerie qui n'est pas justement dans des grandes villes? Est-ce que cette enseigne, quelle qu'elle soit, ne rassure pas? Si, elle touchait. Aujourd'hui, c'est le concept. Moi, j'ai fait 5 groupes hôteliers, 5 enseignes. Effectivement, on voit que tu as une carte de fidélité, tu rassures, tu récompenses. Tu es chez Novotel, que tu sois à Lille, Marseille ou Lyon. Tu vas avoir la même chambre, le même produit hôtelier, la même qualité de prestation. Tu vas avoir le même sommeil, pour reprendre le mot de Julien tout à l'heure. Tu vas rentrer, ta chambre va être la même, ta douche va être la même, ton lit va être le même. Très bien. Est-ce que les clients attendent ça aujourd'hui? Est-ce que les clients n'attendent pas, quand ils prennent leur clé en réception, de se dire ici, ce n'est pas pareil qu'ailleurs? Alors, je ne dis pas, et ce serait dévaloriser aussi toutes les équipes qui sont dans les enseignes qui ne le font pas, ce n'est pas ce que je dis, mais je pense que les clients mènent une autre réflexion aujourd'hui. Les clients mènent un autre point. Et en fait, la finalité de cette question, pour moi, c'est que ça doit cohabiter. L'enseigne est utile quand on va sur des marchés comme Clermont-Ferrand, comme Nantes, comme Rennes. On voit le poids de l'enseigne et effectivement la facilité d'avoir ce réseau qui permet de tracter les clients vers son hôtel. Je pense aujourd'hui qu'avec la qualité des prestations de rénovation et tout le travail qui est fait par Monica, par ses équipes ou par d'autres, que tout le travail qui est fait par les opérateurs hôteliers, il y a une alternative importante qui correspond parfois beaucoup plus aux attentes des clients et des collaborateurs. Et ça, c'est une nouvelle tendance aujourd'hui. Je crois même que dans cette nouvelle tendance où on voit que on travaille en étroite collaboration avec d'autres gestionnaires hôteliers, on a aussi une responsabilité, c'est de se dire comment aujourd'hui on va redresser notre secteur d'activité. On est totalement tous à la ramasse, tous les pays le sont. Malheureusement, 2021 va être une année très, très critique en termes de dépôt de bilan. Enfin, moi, je le vois en termes d'expertise. On sort de 2 ans de procédure collective et la plus grosse de France depuis Eurotunnel. On a cette appétence aujourd'hui pour regarder les dossiers de procédure collective et malheureusement, tristement, mais de façon assez claire, on va avoir beaucoup de nos confrères hôteliers qui vont tomber dans cette année 2021 parce que des problèmes, des difficultés financières, une activité qui ne va pas reprendre, des tensions qui vont se créer sur les modifications de l'activité partielle. On a déjà puisé pour certains des PGE et ainsi de suite. Il n'y a plus de bouée d'oxygène. On a des échéances qui vont arriver, qu'il va falloir faire face. Et malheureusement, il va y avoir des défaillances. Notre rôle, qu'on soit enseigne, qu'on soit opérateur hôtelier, c'est de mener la bonne réflexion pour redresser le plus rapidement notre secteur hôtelier
le repenser, le réinventer, de redevenir attractif. Et ça, on doit le faire tous ensemble. Les enseignes sont prioritaires, les opérateurs hôteliers sont aussi importants et prennent une grande part là-dedans. Les gens qui font tout ce qui est le design, la réflexion, pour nous accompagner aussi sur l'ergonomie pour nos femmes de chambre, pour nos équipiers, pour correspondre aux attentes des voyageurs, on doit repenser notre tissu global. Et peut-être que la décentralisation, c'est ça. Ce n'est pas décentraliser dans la région, c'est décentraliser dans notre mindset. Le fait que, de façon circulaire, on peut avoir beaucoup plus d'opérateurs, beaucoup plus d'alternatives, et tous ensemble, par contre, et sans compétition. En tout cas, offrons-nous un temps de récréation pour réfléchir à notre secteur d'activité dans l'année 2021. On prendra la compétition après, ça viendra de façon naturelle, mais on doit redresser tous ensemble notre secteur d'activité, et on est tous acteurs de la réussite de ce rebond, tous ensemble. Merci Bruno. Monica, peut-être un petit mot de la fin sur ce sujet? Je suis tout à fait d'accord avec Bruno et c'est un grand travail justement du design qui va plus au-delà de la décoration intérieure, mais de la création d'un concept et de la recherche des activités aux alentours de régions pour l'incorporer dans le concept. Et j'aime bien cette notion d'intégrer également l'employé dans tout cela. Malheureusement, la communication entre l'opérateur et la décoration intérieure ou l'architecte n'est pas toujours existante parce que l'opérateur intervient bien trop tard dans toute la démarche. Et c'est quelque chose que nous incitons beaucoup de vraiment ne pas juste parler en parlant des grands groupes, il y a toujours un directeur design au siège, mais je préfère parler avec la réceptionniste à l'hôtel et savoir exactement ce qu'elle attend de son hôtel, quelle est la clientèle qu'elle a et quelles sont les problématiques qu'elle a pour pouvoir ensuite créer le concept qui est adapté pour tout le monde, le client, l'hôtelier, les employés et évidemment l'investisseur. Petite parenthèse, on vient de créer pour montrer un exemple de ce qui est faisable dans les régions. Ça reste près de Paris, mais on vient de créer une académie culinaire qui est à Rungis, un endroit où personne, à mon avis, va faire du tourisme, mais justement, ça attire du monde en créant une académie culinaire avec, là en l'occurrence, c'est Louvre Hôtel Group, qui attire un certain tourisme, mais aussi une clientèle privée, pas seulement professionnelle, pour développer le marché de Rungis, l'esprit d'avoir cette idée du frais, de la nourriture, du produit local et le développer dans une cuisine, dans une démarche vraiment intéressante. Donc, c'est ce genre de choses qu'on peut développer et c'est là où la créativité d'un décorateur intérieur est demandée. Et l'ancrage dans un environnement qui est vachement important, qu'il soit une destination en province ou qu'il soit un Rungis ou qu'il soit un autre, cet ancrage-là est très important. Exactement. Jérôme, un petit mot de la fin? Non, écoutez, moi, je rebondis juste sur le point de Bruno. Je pense que le sujet de l'enseigne en province est un vrai sujet. Je pense qu'il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire vivre à nos clients, quelle est un peu l'histoire de notre hôtel, quelle est justement sa spécificité qui va faire que les gens vont venir chez nous. Et donc là, ça rejoint tout le travail qui peut être fait avec les designers, qui peuvent être fait dans le storytelling, qui est le point de départ. Et puis après, on se pose la question de se dire quels vont être les tuyaux de distribution que je vais brancher à mon hôtel pour justement faire venir ces clients par rapport à l'histoire que je veux leur raconter. Donc, le sujet de l'enseigne, il n'y a pas une bonne réponse. Il y en a tout autant que des enseignes, donc 100, c'est ça, si j'ai bien noté. Ça veut dire qu'il faut juste se poser la question de quoi on a vraiment besoin pour faire vivre notre histoire. Effectivement, le point est important qu'évoquait Bruno sur le coût de cette enseigne, puisque selon les cas, les volumétries ne sont pas les mêmes, donc on n'a pas cette capacité d'absorption. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'inventivité de la part des enseignes, également pour accompagner sur des concepts qui sont peut-être moins onéreux. Tout à l'heure, on parlait de grippe notamment. Julien évoquait ça. Donc, je pense que tous ces constats-là qu'on est en train de faire sur la capacité d'adapter nos produits et de les rendre très attractifs
dans des villes qui ont peut-être moins de surperformance, comme on l'évoquait, finalement, tous les acteurs sont en train plutôt de bosser dans la bonne direction. Et pour moi, ça laisse présager pour notre industrie dans les années à venir, et dès que la clientèle reviendra de façon active, des bonnes choses et des bonnes perspectives. Donc, au contraire, très optimiste par rapport à ça. Donc, je reviens à la question. Je vais démarrer par toi, Julien, une question qui brûle les lèvres de tous. Et on n'a pas, quand on en a parlé, on n'a pas eu les mêmes réactions de tous. L'année 2021, pour un investisseur comme 1, 2, 3e, c'est une année de stand-by. On gère ce qui existe, ou c'est une année où on continue à se développer et à investir dans de nouveaux actifs? C'est la question difficile et le moment de sortir la boule de cristal. Alors, aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Même nous, chez 1, 2, 3e, on est quand même sur le qui-vive de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures de fermeture ou d'ouverture des frontières, de liberté de déplacement qui impactent véritablement l'activité des établissements. Nous, on fait preuve évidemment d'une plus grande prudence maintenant depuis 1 an, presque 9 mois, sur nos investissements, mais on n'a pas stoppé les investissements hôteliers. On continue de regarder des projets de toute nature, de développement, en accompagnement de nos partenaires existants, mais également de nouveaux partenaires qui portent des nouveaux projets, notamment en s'inspirant de toutes ces tendances, de nouveaux concepts de décentralisation dont on a pu débattre aujourd'hui. Mais effectivement, on va dire que les vannes sont effectivement moins ouvertes aujourd'hui qu'en 2018, mais néanmoins, on reste très confiant sur la classe d'actifs. Et on l'a bien vu cet été, dès qu'on a réouvert la circulation, les touristes ont été au rendez-vous. Même si on a eu moins d'internationaux, les Français ont compensé globalement. Les hôtels business sont repartis. Alors, on n'a pas eu les grands séminaires. C'est vrai que les parcs expo, les hôtels qui sont très exposés à ça, on continue de souffrir, mais on a quand même vu assez vite que le niveau d'activité est revenu. Donc, on reste très confiant, nous, chez 1, 2, 3e, sur la classe d'actifs et très impatient, comme tout le monde, de pouvoir réaccueillir des clients et de redémarrer. Donc, on va dire effectivement une prudence, mais néanmoins, on continue de regarder les projets et d'investir. Et même sur le début d'année, il y a des projets en ce moment qui sont passés au comité d'investissement d'1, 2, 3, sur lesquels on a donné des accords et qu'on espère financer au premier trimestre 2021. Super. Ce qu'on souhaite, c'est des messages justement positifs comme celui-ci. Monica, évidemment, du point de vue d'architecture d'intérieur, c'est une information que nos co-auditeurs attendent avec impatience. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets? Est-ce que vous surfez sur ce qui était existant? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir pour du nouveau business en 2021? Je dis comme Julien, il n'y a pas de réponse toute faite pour ça. On a de tout. On a des projets qui se sont arrêtés, on a des projets qui sont en attente. On a eu de nouveau, il y a une accélération depuis 2 mois maintenant sur de nouveaux projets. Et on a eu pas mal de rénovations qui profitent justement de cette période de fermeture. Donc, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a une baisse ou une augmentation. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un ralenti, effectivement. Il y a des projets qui se sentent, où les décisions ont ralenti, mais de manière générale, c'est stable au niveau de notre activité. Je suis plutôt confiante aussi dans l'avenir. En voyant tous les investissements qui se font ou les discussions que nous avons pour les projets dans 1 an, dans 2 ans, je pense que l'hôtellerie va se réinventer. Et heureusement, il y a beaucoup de gens qui sont assez courageux de changer la façon de faire. C'est un joli mot de fin. Jérôme, si tu veux répondre à cette question, sinon on a une question pour toi de la part d'un auditeur. Non, mais je vous écoute sur la question. Je pense que Julien a très bien décrit ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que oui, on doit être prudent. Ceci étant dit, c'est aussi des moments où
il y a une possibilité de continuer à développer des réseaux, à réaliser des projets, à repositionner nos actifs. Donc, il y a un côté un petit peu schizophrénique, c'est que d'un côté, ça appelle à énormément de prudence, à accompagner nos collaborateurs, parce que sur les hôtels, quand un hôtel est fermé, c'est des moments très difficiles. Mais de l'autre côté, les fondamentaux de cette industrie sont bons, et ça, c'est indiscutable. Donc, il faut passer cette crise. C'est un marathon, donc il faut économiser quelque part notre énergie. Très probablement, on en a pour encore 2 à 3 années en fonction un petit peu des marchés dans lesquels on se situe. Donc oui, c'est un marathon, mais voilà, les choses restent à l'arrivée d'un optimisme sur l'ensemble de notre industrie. Jenny, ta question, pardon? C'est une question qui nous a été posée par un agenceur qui est basé dans le sud de la France. D'accord. Je demandais, inscris-tu également ton développement en intégrant une dimension locale dans le sourcing de tes partenaires et notamment dans le choix des fournisseurs? Alors, c'est une excellente question. Et pour vous dire, mais je vais essayer d'être court, c'est le point de départ qu'on a eu quand on travaillait sur la constitution de l'écosystème autour des projets d'Alboran. Un des points était de se dire, on va travailler que justement avec des acteurs locaux, à la fois pour le principe, parce qu'on trouve que ça fait du sens de devenir ce fameux acteur local, même si les bureaux peuvent être à Bordeaux ou à Paris, quoi qu'il arrive, on est un acteur local avec notre hôtel. En revanche, on s'aperçoit que ce qui est difficile, c'est de devoir réécrire une histoire à chaque fois localement. Et en fin de compte, tous ces métiers de la gestion de projet, de la rénovation et donc tout le travail avec cette affinité qu'on peut avoir avec notamment des designers, eh ben, on s'aperçoit que ce n'est pas si facile de réécrire à chaque fois les choses. Donc, pour répondre par rapport à ça, oui, on essaie de le faire, oui, on a une sensibilité à ça, mais ça ne fonctionne pas toujours parce que ça nécessite aussi beaucoup de confiance, de connaissances, de savoir s'appréhender. Et donc, du coup, par moment, on a envie je ne vais pas dire de repartir avec la même équipe à chaque fois, mais voilà. Donc, c'est un petit peu cet équilibre entre les deux. Et je suis désolé, je n'ai pas une réponse du coup extrêmement claire par rapport à ça. Mais voilà, mais je comprends tout à fait l'enjeu de la question. Monica, tu as peut-être un avis également à donner sur cette question? Dans la mesure du possible, on va toujours essayer de sourcer localement, naturellement. Maintenant, la France est riche en savoir-faire, donc on a moins de problèmes en France que, je dirais, dans d'autres pays, et notamment sous-développés, ou les pays en Asie qui ont un bel savoir-faire qui n'est pas développé. Donc, je pense qu'on a moins cette question en France. Oui, exactement. D'autres questions, Jenny, qui nous sont parvenues? Non? Non. Vous avez dû être extrêmement clairs tous. Donc, merci à tous. Merci aux auditeurs. Julien, Bruno, Jérôme, Monica. Vous participez aussi à la mise en lumière d'Hostis et on vous en remercie beaucoup. Et on vous dit peut-être à la prochaine ou à janvier prochain. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Bonne année. Bonne journée.